Bonjour à tous, bonjour, l'équipe de Japan Expo est ravie de vous accueillir pour cette conférence sur le passé, le présent et le futur du manga. Alors moi je suis Mathieu Rocher, je suis un journaliste indépendant et je vais accompagner nos 5 intervenants aujourd'hui pour cette heure de discussion autour de l'histoire du manga. Bon, alors je vais vous la faire courte, hein. Tout commence il y a 4,5 milliards d'années avec la création de la Terre. On enchaîne avec il y a 30 000 ans le peuplement du Japon. Puis dans les années 40, l'avènement d'Osamu Tezuka pour arriver jusqu'à aujourd'hui, puisque aujourd'hui on va vous parler plutôt de ce qui s'est passé en France et de pourquoi la France est devenue le deuxième marché mondial du manga, avec notamment 2 BD sur 5 qui sont vendus en France, qui sont des mangas. Donc pour parler de cela, on a convié 5 éditeurs du manga, acteurs clés du développement depuis 30 ans. Donc je vous prie donc d'accueillir Satoko Inaba, directrice éditoriale manga chez Glénat, suivi de Pascal Lafine, responsable éditorial chez Delcourt Tonkam, suivi de Timothée Guédon, éditeur chez Kana. Je vais y accueillir maintenant Mehdi Benraba, directeur éditorial chez Pika. Et enfin Rémi Poncet, responsable chez Kiun. Bienvenue et merci de nous avoir rejoints. Alors première question avant vraiment d'aborder les étapes clés du développement du manga en France. Je voulais vous demander à chacun, petit tour de table, quel est le premier manga que vous avez tenu entre vos mains? Alors, qui veut commencer? Pascal peut-être, on va commencer de gauche à droite. Ça date d'il y a trop longtemps, il faut que je réfléchisse. Non, il faut dire. Pas de coquetterie. Satoko. Je vais avoir du mal à vraiment vous dire lequel c'est, parce que je pense que je devais être bébé. Mes parents lisaient du manga. D'accord. J'imagine que c'est peut-être l'un des mangas que ma mère lisait beaucoup de shoujo, ce qu'on appelle des années 24 de l'ère Showa, donc pourquoi pas un Moto Hagio. Ok. Ça doit être possible. Timothée, souvenir? Moi, je vais pas faire très original. Le premier que j'ai eu en main, c'est un Dragon Ball, édité par Glénat. Donc voilà, on commence direct avec du lourd. Voilà, c'est confraternel, c'est bien. Vas-y. Moi, c'est très précis. En fait, j'ai un grand frère qui a 6 ans de plus que moi. Et il m'a mis entre les mains l'édition couleur de Akira. C'était le numéro 18. Les tout petits fascicules là, colorisés par les Américains. Et ça a imprimé dans ma rétine là. Très très jeune, j'ai vu ça. Et voilà, c'est à cause de mon frère. D'accord, c'est sa faute. Et Rémi? Moi, c'était un tome de City Hunter, plus connu sous nos contrées sous le nom de Nicky Larson, que j'ai découvert dans une librairie qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement, qui s'appelle Tonkam, dans laquelle travaillait Pascal à l'époque. C'était mon revendeur de cam. Et je me rappelle que le choc avait été super violent parce que jusqu'à présent, j'ai été exposé au dessin animé, qui est culte pour plein de raisons, mais qui n'était pas particulièrement beau. Et la différence de niveau entre le trait de Tsukasa Hojo et le dessin animé m'avait beaucoup marqué à l'époque. D'accord, bon. Merci pour ces premiers souvenirs. Donc maintenant, on va rentrer au cœur du sujet. Bon, tu as parlé d'Akira, on parle aussi des 30 ans du manga en France. Mais quel est selon vous vraiment le point de départ? Est-ce que c'est 89 avec Akira? Est-ce que c'est avec les magazines des années 70, les fanzines, les clubs Dorothée? Voilà ce que vous avez en tête. Le point de départ du manga en France. Qui veut se lancer? Ouais, je crois que pour ce qui a préparé le terrain, ça a été les dessins animés qui sont arrivés donc d'abord via Recrea 2 avec Goldorak, Albator. Derrière, on a enchaîné avec le Club Dorothée, là, vraiment la déferlante. Et ça a habitué toute une génération à une esthétique, type de personnage, type de récit, et qui, voilà, a préparé le terrain à l'arrivée du manga. Je pense surtout qu'il y a eu 2 entrées, peut-être une entrée très artistique avec Akira, justement, qui a été découvert par les gens qui lisaient aussi de la bande dessinée franco-belge jusqu'alors, et une entrée, on va dire, beaucoup plus populaire qu'il y a chez les ados, pour justement les gens qui regardaient les dessins animés et qui ont découvert que le dessin animé qu'ils regardaient, il y avait une œuvre originale derrière, Dragon Ball par exemple, et qui a vraiment été... tous les ados lisaient Dragon Ball à l'époque. Moi, je mets ça en point de génération. Donc la première, c'est Candy Goldorak. Ensuite, la génération Club Dorothée avec Dragon Ball Chevalier du Zodiaque. Ensuite, Akira, mais qui est
un truc à part, puisque ça a ouvert à un public plus large avec des adultes, etc., qui ne s'intéressaient pas du tout à ça. Et puis après, il y a la génération de maintenant qui pour moi découle d'Evangélion et tout ce qu'il y a après. Mais quoi qu'il arrive, ce qui est sûr, c'est que c'est en France vraiment intimement lié à chaque fois à une adaptation animée. Parce que Akira, c'est sûr, il y a le choc en librairie du livre, mais il y a aussi le long métrage qui est un choc aussi à ce moment-là. Et après, effectivement, le Club Dorothée, en librairie, le fait de pouvoir acheter le livre de Dragon Ball, alors c'est le dessin animé qui a jeté ça. C'est toujours intimement lié, je pense, aux animés. Je suis d'accord avec l'analyse de mes confrères. Du point de vue strictement historique, effectivement, il y a des revues qui, dès la fin des années 70-78, le Cri qui tue publiait déjà des récits de Tezuka, d'Ishinomori, etc. Mais c'était un échec complètement absolu. Donc on ne peut pas parler de point de départ commercial, en tout cas pour le manga. Mais effectivement, les diffusions de dessins animés fin des années 70, début des années 80, a préparé le terrain à l'émergence du manga en France. On était vraiment prédisposés à accepter ça facilement chez nous. Et si on fait un rapide tour d'Europe, il se trouve qu'au début des années 90, Dragon Ball arrive aussi en Espagne, les Italiens se concentrent sur Captain Tsubasa, et ils vont se limiter à ça quelque part. Nous, ça a explosé. Est-ce qu'il y a une raison culturelle en France pour laquelle le manga s'est imposé? Est-ce que c'est un marché du livre qui était déjà installé, des diffuseurs, des distributeurs qui étaient déjà présents, ou alors peut-être d'autres références, je ne sais pas, une folie pour le Japon qui était déjà présente avant? Comment on peut expliquer qu'en France, on a tout pris? Tu parlais du marché du livre. Je pense qu'il est important de rappeler qu'en France, grâce à la loi Langue et la prix unique du livre, ça a permis de préserver un nombre important de librairies. Donc déjà, il y avait un réseau de libraires qui était là et donc qui pouvaient accueillir les mangas. Et ça a sans doute favorisé son arrivée, son implantation avec un réseau de libraires, prescripteurs, fans qui ont pu faire passer le message. Pascal ? Alors, je dirais que en Europe, il y a eu des dessins animés qui sont passés, mais il ne faut pas oublier qu'en France, nous, on en a eu sur TF1 qui, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de chaînes, et c'était la chaîne unique. Et il y avait quand même 27 heures de programme jeunesse sur TF1 avec plein de dessins animés japonais. Donc ça a créé une génération. Et puis après, il y a le papier qui est arrivé quand ça a disparu. C'est en 97, je crois, le Club Dorothée, je ne me rappelle plus. Et à partir de là, il y a eu le papier qui est arrivé. Et effectivement, la loi Langue fait que on a une façon de faire de la bande dessinée en France qui fait que ça a permis... voilà. Et puis, on a beaucoup de bandes dessinées, pas seulement de la bande dessinée française, on a aussi du comics, etc. On a un pays qui absorbe et aime la BD et le livre en général. Donc, on absorbe tout, on digère et voilà, ça crée des générations. Et je pense qu'il y a une fanbase aussi qui s'est créée une vraie appétence pour ce genre de livres qui était très nouveau à l'époque. Et comme il n'y en avait pas assez, je trouve qu'il y a aussi une culture de l'import, quoi. Importer des mangas en VO, importer des artbooks en VO, même des animés en VO, des goodies. Il y a eu beaucoup de boutiques très efficaces dans ce domaine. On y revient, la librairie Tonkam notamment. Et je pense que ça a créé une fanbase vraiment très solide. C'est un peu le produit culturel connu des seuls initiés et qui, petit à petit, c'est de plus en plus développé, quoi. Il y a un paradoxe français aussi qui est qu'on est un pays de bande dessinée, mais que pendant très très longtemps, les éditeurs de bande dessinée franco-belges ont complètement abandonné tout ce qui touchait à l'adolescence et aux jeunes adultes. On avait de la bande dessinée jeunesse, très jeune, on avait de la bande dessinée gros nez rouge pour les papas et les mamans, mais cet entre-deux-là, il a été complètement abandonné par les éditeurs de bande dessinée franco-belges. Du coup, quand les premiers éditeurs de manga ont publié des offres qui parlaient aux adolescents, le contact s'est fait de manière immédiate. C'était des thématiques qui étaient pile poil adaptées à ce lectorat-là. Et on a aussi le format, c'est-à-dire que le format du manga, c'est un format poche, c'est une culture qu'on a en France. C'est très facile pour un libraire généraliste d'intégrer ça dans ses étals. Et là, ça peut paraître anecdotique, mais c'est la raison pour laquelle la bande dessinée franco-belge n'a jamais pris au Japon, par exemple, pour une question de format qui n'est pas raccord avec ce que les libraires peuvent présenter dans leurs étals de manière généralisée.
D'ailleurs, peut-être que c'est le moment de déconstruire une légende. Il paraît justement qu'au Japon, dans les librairies, vous avez donc tous les étages manga, et quand vous avez la bande dessinée internationale, vous pouvez très bien vous retrouver avec Batman à côté de Tintin. Pour eux, c'est une sorte d'ensemble un peu homogène, la BD de l'extérieur. Est-ce que ça vous l'avez déjà vu de vos yeux ? Déjà, pour commencer, j'ai jamais vu de Tintin au Japon. Comme ça, c'est dit. Des C'est comics très marginal, américains, oui. Très bien. Alors, oui. Oui, en fait, je pense que c'est considéré, la BD, même les comics, enfin, surtout la BD franco-belge, en fait, c'est considéré comme du hardbook là-bas. Donc c'est vraiment, c'est très très méconnu là-bas. Alors, C'est un produit de luxe, ça coûte 4000, 5000 yens, c'est pas abordable, c'est pas compétitif avec et on reviendra sur vos rapports après avec le Japon et comment vous travaillez, mais je voudrais avoir juste une dernière question concernant le passé, mais qui est quand même intéressante. Puisqu'on parle de grand développement et de croissance même à 2 chiffres pour le manga en France, mais il y a quand même eu un creux. Ça n'a pas été toujours exponentiel. Entre 2010 et 2015, ça s'est un peu tassé. Est-ce que vous pourriez expliquer les raisons qui ont fait que peut-être dans cette période-là, on a pu être sur la même croissance à 2 chiffres qu'on connaissait les 20 années précédentes ? C'est dur ça c'est le trou de génération. Je pense que c'est aussi une période que le Japon a connue, mais un peu avant nous, où il y a eu un passage d'une génération d'auteurs à une autre, et je pense que c'est quelque chose de normal et naturel, et nous on a eu le contre-coup. Mais après c'est revenu en force, puisque il y a des séries comme One Punch Man, My Hero Academia, qui d'un seul coup en fait sont arrivées et ont été les... Il y a aussi Platinum End en même temps, qui fait que ça a pu permettre aussi de partir. Et puis en ce moment, il y a beaucoup de nouveaux genres, de nouvelles choses. Il y a beaucoup d'imagination en ce moment dans le manga au Japon. Oui, mais... Si on prend les séries du Shonen Jump, qui sont les séries qui ont historiquement tiré le marché du manga en France, Dragon Ball, Naruto, One Piece, etc., la période dont vous parlez, c'est une période à laquelle Naruto, One Piece, Bleach, qui sont les 3 piliers du magazine, étaient déjà sur le marché depuis près de 15 ans pour chacune d'entre elles. Ces séries prenaient tellement de place au Japon dans le magazine en question. C'était une semaine une couverture Naruto, une semaine une couverture One Piece, après Bleach. C'est très difficile de faire émerger des nouveaux auteurs et des nouveaux talents dans ce contexte-là. Et je pense que c'est pas du tout un hasard si My Hero Academia, si Promised Neverland ont émergé après que ces séries historiques se soient terminées dans le magazine et laissé plus de place et plus de visibilité à des nouveaux auteurs. Donc moi, de mon point de vue, il n'y a jamais eu de crise du manga, parce qu'en France, on n'a pas perdu de lecteurs. Des événements comme Japan Expo sont là pour en attester, en même temps que les ventes se contractaient un petit peu. Japan Expo, en nombre de visiteurs, c'était l'explosion. On n'a pas perdu de lecteurs, mais il y avait, oui, une certaine lassitude par rapport à, et c'est compréhensible, par rapport à des séries qui dépassaient les 70 tomes, mais il n'y avait pas de lassitude par rapport au manga en lui-même. Oui, Satoko. Et à côté des 3 blockbusters qu'Ahmed vient de citer, il y a eu aussi des Death Note qui ont tiré aussi le marché et l'ont amené à une espèce de pic. Il y a eu des Pluto qui se sont arrêtés. Donc après, forcément, ça se calme. Il faut que la machine refroidisse un peu. Et après, je rejoins ce que disait Ahmed. Il fallait laisser de la place à de nouveaux venus. Puis je pense que c'est aussi tout simplement une question de cycle, c'est-à-dire qu'il y a des moments de creux comme là ça a été le cas, et là en ce moment on vit une nouvelle embellie parce qu'il y a de plus en plus de séries best-sellers qui s'écoulent à plus de 200 000 exemplaires. Donc là voilà, il y a une nouvelle vague qui fait que effectivement c'est pas une lassitude, c'est pas dû à une lassitude, ça n'a jamais été... des fois j'entendais parler de mode du manga en France, et en aucun cas c'est une mode, c'est là, ça reste, ça bouge pas. C'est juste que des fois, il y a des creux, et là, on reconnaît une nouvelle vague très, très sereine. Satoko ? C'est vrai que c'est intéressant parce que ce sont les années où One Piece a progressé de manière très fulgurante, mais il était peut-être le seul, justement, à être sur le marché encore dynamique. Et peut-être qu'après cette période, Dragon Ball, par exemple, dans cette période, on était plutôt sur une fin de cycle. On sentait qu'il n'y avait pas eu de nouveauté depuis un certain temps, et c'est après que, justement, avec tous les nouveaux titres qui sont arrivés, Dragon Ball Super est arrivé, ça a permis, avec tous
évidemment avec les My Hero Academia, One Punch Man, de pouvoir régénérer une nouvelle génération qui redécouvre le manga. Est-ce qu'on peut dire un mot justement alors ça c'est pour le marché français qui se porte bien, du marché japonais? Où ils en sont? Est-ce que le papier se vend toujours aussi bien? A priori, un peu moins. Ça aussi, c'est le grand paradoxe, c'est que le manga s'est jamais aussi bien porté à l'étranger et en même temps, on est dans une situation de crise au Japon qui est structurelle. Hein. Ils font de moins en moins d'enfants, ils ont de moins en moins de lecteurs de manga et puis il y a la concurrence du téléphone portable, des jeux vidéo, etc. Le magazine numéro 1 là-bas, le Jump, qui était tiré à 6 millions d'exemplaires par semaine à son heure de gloire, aujourd'hui c'est 1,8 million. Alors 1,8 million, évidemment, ça fait rêver du point de vue français, mais c'est représentatif et significatif de cette crise commerciale que traverse le manga au Japon. Et puis je pense aussi qu'ils ont un modèle de consommation qui change, c'est-à-dire que le digital prend de plus en plus le pas sur le papier. Les tirages des magazines de prépublication se vautrent vraiment, tout éditeur confondu. Personne n'a le monopole de la crise et ils sont aussi en train de se réorganiser par rapport à ça. Le digital maintenant a des ventes quasi similaires au papier, voire plus hautes. Donc ils sont aussi en train de digérer un nouveau modèle. Et juste, je voulais revenir vite fait sur la question précédente. Il y a un moment donné, quand je parlais de cycle aussi, c'était plus de cycles de titres shonen. Parce qu'à cette période-là, par contre, les seinen performaient beaucoup, comme l'attaque des Titans notamment, qui a attiré le marché un long moment, à tel point qu'on se disait finalement le seinen est en train de foutre le shonen à la porte. Or, on attendait juste la nouvelle vague de shonen qui est arrivée là dernièrement. Vous, au quotidien, est-ce que le fait que chez nous le marché se porte finalement bien, en tant qu'éditeur, est-ce que ça vous ouvre plus de portes? Est-ce que c'est plus facile de travailler quand on est un marché important? Comment les Japonais vous considèrent aujourd'hui quand vous allez travailler avec eux? On va pas pouvoir dire la vérité parce qu'ils sont dans le salon, hein. Donc on a des réponses toutes faites. Déjà juste pour la question précédente, ils vont pas répondre. C'est aussi non mais c'est aussi en 10 ans ils ont perdu 10 000 librairies au Japon. Donc voilà, ça c'est compensé par le digital, ça se reconstruit, mais ils se rendent compte aussi que le développement du digital freine la découverte de nouveaux auteurs. C'est que les gens ne consomment plus de la même manière quand ils lisent en digital que quand ils lisaient en papier. Avant, ils prenaient, pour ne pas le citer, le Weekly Shonen Jump, ils lisaient tout le magazine. Maintenant, dans les versions digitales, ils vont aller chercher les séries qui les intéressent et puis ils vont passer à côté des autres. Parce qu'à côté de ça, ils vont jouer sur leur téléphone. Et donc, voilà, le vivier aussi de jeunes auteurs est plus difficile pour eux à faire émerger, ce qui complique un peu la donne. Je pense qu'il y a une question le marché français est très grand, on est plusieurs sur le domaine aussi, mais il y a une question historique. Ça fait très longtemps qu'on travaille avec eux. On n'a jamais eu de rupture de relation. On a toujours été en très bon contact avec eux. Effectivement, au bout de 30 ans à travailler ensemble, je pense qu'ils nous font un peu plus confiance sur notre façon de faire. Et donc on n'est pas des gens qu'ils ne connaissent pas, qui arrivent tout d'un coup en disant « je veux éditer votre meilleur titre ». Effectivement, c'est beaucoup plus facile peut-être de travailler dans cette relation-là aujourd'hui qu'il y a 30 ans quand M. Glénat arrivait dans une maison d'édition où personne ne le connaissait. Ce qui est plus compliqué peut-être, c'est que les Japonais vont chercher la croissance à l'extérieur aussi, puisque leur marché national est en crise, et que ça passe en France par le rachat de certains éditeurs, puisque Kazé est passé sous le giron japonais il y a un moment maintenant. Ça rend la compétition plus compliquée. Les relations avec les ayants droit japonais sont toujours très bonnes, mais ça rend la compétition plus compliquée puisque des titres qui historiquement pouvaient se retrouver chez n'importe lequel des 3 grands éditeurs du marché français, aujourd'hui vont aller plus facilement vers les filiales ou les groupes qui ont des accords de préférence avec ces éditeurs japonais. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Et sur le contenu, puisque là on parle de chiffres, mais sur le contenu, est-ce que les Japonais ont ouvert aussi les mangas à des influences peut-être venues du comics ou voilà. Éditorialement, est-ce qu'ils ont proposé quelque chose de neuf face à l'essoufflement? Oui, moi je trouve que là, en ce moment, il y a... Là, en ce moment, hein, tu veux dire, là, oui, de nos jours. En gros, depuis 2010.
Je trouve que oui, il y a des artistes qui arrivent et qui proposent vraiment quelque chose de très différent, qui satisfont le public manga et qui va aussi au-delà. Nous, notamment, chez nous, on a l'atelier des sorciers de Kamome Shirahama qui propose une richesse graphique qui va puiser son influence absolument partout. Elle n'a que faire des étiquettes. Elle est fan de comics, elle est fan de BD, elle est fan de manga. Et ça se ressent dans son trait à tel point que même des gens qui n'ont jamais lu de manga se jettent dessus, que ce soit en sens de lecture japonais ou pas, ils s'en fichent, ils y vont. Et je trouve que ça ouvre la voie à des œuvres encore plus profondes artistiquement, mais aussi au niveau de l'univers. Quand même, la plupart des mangas faits au Japon sont faits par des Japonais pour des Japonais, sont quand même très focus sur leur marché. Et c'est un peu le bonus, nous, même si, comme Ahmed le disait, de plus en plus, ils vont chercher des revenus chez nous à l'extérieur, mais ils formatent pas leur œuvre pour que ça plaise à l'étranger. Mais par contre, il y a des auteurs qui ont des personnalités, des influences grâce aux réseaux sociaux et au voyage, qui font qu'il n'y a plus d'œillères. Et l'atelier des sorciers, moi je trouve que c'est une des plus belles exemples de ça. C'est vraiment hybride, quoi. C'est ça, Mehdi a raison, la grande différence ne vient pas vraiment des éditeurs, parce qu'à chaque fois qu'on pose la question à des éditeurs japonais de est-ce que vous prenez en compte l'étranger quand vous créez vos séries, ils disent tous non. On pense au Japon, on produit pour le marché national, et si ça marche à l'étranger, tant mieux. Mais par contre, on a une génération d'auteurs qui est la première au Japon à avoir vécu la mondialisation de la pop culture et qui a des influences et des références graphiques et narratives qui ne sont plus seulement du Japon, mais qui viennent aussi de l'étranger. Du coup, ça donne des œuvres un petit peu plus hybrides et plus à même de plaire partout dans le monde. Mais ça vient des auteurs plus que des éditeurs, de mon point de vue. Alors, Pascal, oui. après, il y a aussi des gens qui évoluent énormément. À un moment donné, c'était le survival. Là, en ce moment, c'est l'heroic fantasy. Il y a quelques années, il y avait Axing qui était sorti. Ça, c'était passé sans plus en France. Et au Japon, ça n'avait pas très bien marché. Mais après, il y a eu SAO. Et à partir de SAO, il y a eu un énorme succès qui a fait évoluer. Alors, c'était d'abord des gens coincés dans un ordinateur. Et puis après, c'est devenu aujourd'hui vraiment de l'heroic fantasy pur. Et on trouve des trucs super bien en ce moment dans ce domaine parce que les auteurs ont beaucoup d'imagination et ça évolue énormément. Ils sont quand même très curieux, que ce soit les éditeurs ou les auteurs, de ce qui se passe ici, que ce soit en manga mais aussi en production européenne ou américaine. My Hero Academia, forcément, ils ont été voir du côté du comics de super-héros comment ça se passait. Et là, nous, avec Albator, Akita Shoten, avec les Jim Matsumoto, a accepté qu'on le développe en bande dessinée. Et donc, c'est ce rapport, ça veut dire que nos licences ont marqué à l'étranger et on est curieux de voir en retour ce que ça va donner au Japon, puisque la bande dessinée pour l'instant est proposée au Japon sur un site, le site des éditions Akita Shoten. Donc on est dans un mouvement de va-et-vient, de discussion actuellement qui est très stimulante pour les auteurs et les éditeurs, essayer de réfléchir à quel va être le manga de demain, parce que manga c'est juste le terme japonais pour bande dessinée, donc c'est à la fois la bande dessinée européenne, américaine, japonaise, et c'est ça qui est super excitant actuellement. C'est vrai qu'on a des auteurs japonais qui jusque-là considéraient que leur seul lecteur était au Japon, et aujourd'hui ils arrivent à réaliser de plus en plus que leurs lecteurs sont dans le monde entier. Et parfois justement ils essayent de réaliser par contre des titres qui ne seront pas forcément pour le marché japonais mais aussi pour le marché mondial. Je pensais par exemple à Fuyumi Soryo, avec laquelle on avait collaboré ensemble, qui est l'auteur de la très belle série Césarée Shiki-un, et qui avait accepté de faire un manga sur Marie-Antoinette en collaboration avec nous et en travaillant justement avec une équipe éditoriale japonaise et une équipe éditoriale française. Et on a suivi toutes les deux justement toutes les étapes de création de ce manga. Et effectivement, si d'autres auteurs suivent cette voie pour pouvoir justement pas forcément penser aux lecteurs japonais, mais penser aux lecteurs français ou même américains, de par le monde entier,
je pense qu'on peut avoir même, pourquoi pas, des collaborations intéressantes entre des auteurs français et des auteurs japonais. Donc je pense que l'avenir est plutôt orienté dans ce sens-là. Je reviens aussi sur une formule qu'a utilisée Timothée concernant l'émergence de nouveaux auteurs, de nouvelles pépites. Est-ce que là, pour le coup, votre travail est plus difficile? Comme tu disais que avec le développement du digital au Japon, ça permettait moins à des figures d'émerger, de nouvelles figures d'émerger là-bas. Est-ce que vous, dans votre quotidien aussi, en termes de travail, dénicher une pépite, dénicher un nouvel auteur, c'est devenu compliqué? Si c'est devenu compliqué de trouver des nouveaux titres, tu veux dire? Un nouvel auteur ou de nouveaux titres un peu qui seraient peut-être un peu passés sous le radar avant? Ça nous prend plus de temps qu'avant, je dirais. Parce qu'il y a toujours les magazines papier et à côté de ça, tu as tous les magazines numériques que tu dois éplucher, compulser pour être à l'affût de la nouvelle pépite. Ça prend plus de temps. On en a ras la gueule en fait, il y a trop de sources, il y en a partout, disons-le. Moi je découvre des séries des fois, il y a déjà 3 chapitres. Moi j'ai l'impression, mais peut-être que je suis juste en train de devenir un vieux con, que c'est plus difficile parce que j'ai l'impression que le marché japonais se renferme un petit peu sur lui-même, que comme le lectorat là-bas vieillit de plus en plus et qu'il y a de moins en moins de lecteurs grand public de manga, mais de plus en plus de lecteurs ultra hardcore spécialisés otaku, la production va de plus en plus dans cette direction-là. D'où l'explosion de ce que Pascal disait tout à l'heure, le isekai notamment, toute cette catégorie de récits dans laquelle une personne du monde moderne meurt et se retrouve dans un setting de fantasy ou de jeux vidéo, etc. C'est le genre éditorial qui explose là-bas en ce moment. Et c'est clairement pas grand public et c'est quelque chose que je regrette dans le sens où, c'est pas une insulte pour les otaku ou les fans hardcore, hein, mais une plus grande partie de la production japonaise va vers ces titres-là et c'est un peu le serpent qui se mord à la queue. Moins il y a de titres grand public, transgénérationnels comme il y a pu y avoir dans les années 80-90 et plus le public en même temps se détourne de la production de manga. Et moi je me retrouve pas, j'ai quelques isekai au catalogue, mais je me retrouve pas dans plus de 2 ou 3% de cette production-là. Et du coup c'est plus difficile de trouver des choses qui correspondent au public français et qui correspondent à un public qui soit à la fois fan de manga, mais aussi un peu néophyte en la matière. Parce que mon ambition, mon envie, c'est de décloisonner le manga et d'en faire lire au plus grand nombre de personnes possible. Ça, c'est de plus en plus difficile, je trouve. Alors, trouver, c'est difficile, mais c'est normal, voilà. Mais c'est le garder qui est compliqué. Parce qu'on peut trouver un auteur qu'on va trouver plutôt sympa et bien, mais c'est son titre suivant qui va être compliqué. Je dis ça parce que je lui ai piqué l'auteur de Gantz. Pas seulement Gantz, culpa. Steven Garden aussi. Oui, parce que c'est le spécialiste de je trouve un auteur et il me le pique après. C'est gênant là. Très gênant, très gênant. On va les laisser. Mais en tout cas, dans toute cette surproduction au Japon, je trouve que c'est pas parce qu'il y a plus de sources où on peut puiser des titres qu'il n'y a que des bombes qui sortent. En fait, il y a énormément de titres, je trouve, qui correspondent à des modes où ça va très vite en fait de porter un jugement sur la série parce qu'on se rend compte que c'est la copie de la copie d'un titre déjà original et ça n'a aucune saveur en fait. Je trouve qu'il y a quand même rien de plus commercial que l'industrie du manga au Japon, c'est-à-dire que un titre est lancé sur la base d'une thématique, d'une mode. Et si ça ne marche pas, c'est le coup près, ça se finit en 2-3 tomes et basta quoi. Donc il y a quand même une évaluation qui va assez vite malgré cette surproduction, je trouve. J'aimerais qu'on dise aussi un mot du public français, donc on en a quelques-uns face à nous. Quelle est la particularité du public français? Est-ce qu'il y a, peut-être que pour le définir, est-ce que vous avez des exemples de séries qui marchent très fort chez nous et qui marchent moins au Japon? Voilà, des choses que vous auriez dénichées vraiment pour le public français. Et puis peut-être que ça va nous permettre de mieux le définir, en tout cas dans ses attentes. On peut commencer par ce qui ne marche pas déjà, parce que clairement il y a des genres un peu maudits. Et clairement, le sport, c'est super compliqué. L'humour, c'est super compliqué. Pour des raisons que je ne m'explique pas toujours, parce que pour le sport, ça n'a pas toujours été le cas. Quand on a eu la chance d'avoir l'animé qui était au sommet de sa forme en France et qui a été diffusé sur des chaînes grand public, les Captain Tsubasa, Jeanne et Serge et compagnie, les mangas sportifs se portaient très très bien.
Mais sans la force de la télévision, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué d'imposer ce genre de récit-là. Voilà. Donc le public français n'aime pas le sport et n'aime pas l'humour. Hein, c'est comme ça qu'on peut... Sur l'humour, il y a un vrai décalage parce qu'il y a des titres, je pense, là c'est le titre Noritaka qui me revient parce qu'en France ça a été un véritable succès. Et Tout ça le monde c'est trouve ça humour très et drôle. sport pour le coup. Oui, C'est le alors combo, ça. qu'au Japon, ça ne s'est pas très bien vendu. Donc c'est un titre vraiment mid-seller au Japon et en France c'est un grand succès. Donc je pense que c'est quelque chose qui plaît aux Français et que quelqu'un m'explique où est l'humour français dedans. Et... D'accord, Timothée ? Un auteur comme Jiro Taniguchi a aussi beaucoup plus fonctionné en France qu'au Japon, paradoxalement. Après, c'est quand même compliqué parce que les marchés ne sont pas du tout les mêmes en termes de grandeur. Donc, même si ça marche ici plus qu'au Japon, finalement, ça restera quand même en dessous des ventes japonaises de par la taille du marché. Mais c'est vrai que l'humour est très compliqué à traduire d'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre. Donc voilà, Gintama, on rame, mais on ira au bout. Mais voilà, par contre, un Jiro Taniguchi a mieux fonctionné chez nous, peut-être parce qu'il était plus proche de la bande dessinée franco-belge européenne que ses confrères. Un Mary Grave, qui est un petit shonen au Japon, qui est fini en 5 tomes. Finalement, on se rend compte qu'il démarre mieux proportionnellement au Japon en France, et en discutant avec les ayants droit japonais, ils nous disent mais tiens, pourquoi pas, et on revient à ces histoires de passerelles et comment on regarde ce qui se passe ailleurs, et pourquoi pas essayer de le poursuivre directement pour le marché français, où ça pourrait être une piste, parce que ça veut dire que ce type d'histoire finalement s'adresse plus à un public européen, français, qu'à notre public japonais. Donc il y a des ouvertures, des possibilités qui sont en train de se mettre en place. Et ça, encore une fois, c'est génial. Je pars sur tout à fait autre chose, mais j'ai un autre exemple de titre qui, au Japon, au démarrage, était considéré comme un spin-off vraiment connu de personne, qui s'appelle Dragon Ball Super, juste parce qu'il n'était pas publié dans le magazine Weekly Shonen Jump. En France, on l'a présenté comme la suite officielle de Dragon Ball, tout le monde l'a compris, et aujourd'hui, le Japon a compris cette question, c'est que si le monde considère que c'est la suite officielle de Dragon Ball, ils ont aussi considéré que c'était la suite officielle de Dragon Ball. Donc quelque part, c'est le public français qui a fait changer le regard japonais sur ce titre. Beau compliment, beau compliment. Je voudrais qu'on parle aussi en termes d'âge, puisque si on se dit que le manga a commencé à émerger il y a 30 ans, on vient peut-être avec des lecteurs aujourd'hui qui ont 50 ans, une autre génération qui a 30, et puis une nouvelle génération, une troisième génération qui arrive qui a 10 ans. Est-ce que vous seriez aussi large dans cette définition ? Le public du manga, aujourd'hui, peut-être que le cœur de cible est autour de 15-25, mais on a des primo-lecteurs qui ont entre 8 et 10, et on peut peut-être pousser jusqu'à 50 et peut-être plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition en termes d'âge ? À partir de 8 ans, je suis assez d'accord. Il y a le label Nobinobi qui a rejoint les éditions Pika depuis 3 ans maintenant, qui se consacre à ça, au manga jeunesse et aussi aux albums jeunesse. Et vraiment, à partir de 8 ans, ils ont tout un tas de séries, tout un catalogue bâti sur ça. Vraiment des mangas au contenu très, très safe, qui est validé par les parents. Ils ont vraiment cultivé cette image qui fait qu'à partir de 8 ans, oui, on peut commencer à lire du manga, et du manga de qualité, pour que les lecteurs soient prêts par la suite. 50 ans, non, j'irai un peu plus loin, même s'ils sont moins nombreux, mais notamment grâce au festival d'Angoulême. Alors, désolé, Japan Expo, c'est un concurrent, mais d'essayer de mettre l'accent davantage sur le manga, sur un festival traditionnellement bande dessinée, avec un public du coup BD plus âgé que le public manga. Ils ont découvert que le manga ne se résumait pas qu'au shonen, qu'il y avait plein d'autres choses, et j'imagine que ça a été aussi le cas pour vous sur vos stands. L'année suivante, de voir des personnes effectivement de 60 ans et plus venir sur le stand. J'ai découvert l'année dernière cette expo-là, j'ai découvert
Monster de Naoki Urasawa, mais donc qu'est-ce que vous avez d'autre à me proposer et pas forcément de cet auteur-là? Et ça, c'est génial. Et là, on se rend compte qu'on est capable de toucher un autre public, et ce public découvre que le manga peut aussi s'adresser à lui. Alors ce que tu décris là aussi, c'est quelque chose qu'on peut appeler une forme de légitimation du manga, qui était quand même relégué dans les années 90, et ça a permis peut-être de construire une contre-culture qui a été favorable au début du manga. Mais bon, comme on a vu à Angoulême avec Takahashi, voilà, le manga est bientôt entré dans les mœurs. C'est intéressant ce que tu viens de dire sur les gens qui viennent vous voir. Comment vous percevez les attentes de votre public aujourd'hui? Quelles sont vos sources là aussi? Est-ce que c'est les rencontres entre au festival comme Japan Expo? Est-ce que vous avez des comptes Twitter, des choses qui vous alimentent? Comment vous percevez les attentes du public français aujourd'hui? Nous ne sommes pas des télépathes, donc on essaye de trouver des moyens pour se tenir au courant. Évidemment, des festivals comme Japan Expo, c'est assez génial parce qu'on est au contact du public, des lecteurs. Donc c'est l'occasion d'échanger avec eux. Et de manière, c'est ça qui est chouette à Japan Expo, c'est de manière franche et directe, mais dans un bon esprit. On va dire, ouais, là, non, j'ai pas aimé cette série-là, pourquoi vous avez pris ce titre-là? Au contraire, celle-ci, ah ouais, super, merci de nous d'avoir publié cette série, on l'attendait. Ça, c'est une forme d'échange, une source d'information, mais c'est qu'un échantillon. Alors après, on va aller aussi sur les réseaux sociaux, voir un peu de quoi les gens parlent. Mais ça reste... c'est pas une science exacte, l'édition. Si on savait à coup sûr, ça va marcher, ce serait beaucoup plus simple. Après, voilà, tout dépend les salons. C'est vrai qu'à Japan Expo, les gens, ils savent déjà ce qu'ils sont venus acheter, ils connaissent les séries, ils sont contents d'en parler avec nous. Voilà, ils savent de quoi ils parlent. C'est vrai dans un salon comme à Angoulême, comme tu disais, là, il y a plus un côté effectivement découverte. On va apporter du conseil, faire découvrir. Le manga, c'est pas le même public. Mais ici, ouais, je pense qu'il y a une vraie appétence des lecteurs qui viennent avec leur liste, mais qui sont aussi curieux peut-être de découvrir autre chose. Voilà, si tu as aimé telle série, tu devrais goûter à celle-ci, ça va te plaire. C'est ce genre de moment qu'on affectionne particulièrement. Et ça, vous pensez que ce serait propre à la culture manga, ou c'est peut-être une culture BD, une culture de curiosité autour du livre en France? Mais alors là, il y a je trouve une passion qui est palpable comme nulle part ailleurs, j'ai l'impression, je sais pas. C'est un attrait pour la culture japonaise en général, et ce salon en témoigne superbement. Mais le manga, il y a un côté, comment dire, je sais pas, il y a vraiment une envie de découvrir toujours plus, d'avoir le goodies qui se rapporte à telle série. Ah, c'est tel personnage qui est mis en avant sur ce poster, ça tombe bien, j'adore ce personnage. Ah, mais vous avez fait une édition collector, mais c'est des illustrations inédites. Il y a vraiment, ouais, c'est ça, une espèce d'envie du lecteur d'avoir une emprise sur cet univers qu'il affectionne tant. Et doit y avoir la même chose dans d'autres pans de la culture, mais ici c'est vraiment particulier, quoi. Ok, bon, et maintenant on va aborder l'avenir, puisque c'est quand même le thème de cette 20e édition de Japan Expo, le futur. Donc peut-être question très difficile, puisque chez nous ça n'a pas encore pris, mais est-ce que la culture manga va forcément passer par le digital à présent? Comme vous l'avez décrit, au Japon ils ont amorcé cette transition. Est-ce que vous sentez que c'est ça, ou alors nous sommes un vieux peuple réfractaire au changement et nous allons vouloir garder ces petits volumes papier bien physiques? Qu'est-ce que vous sentez? Moi, je suis un peu pour l'option 2 là. Je trouve qu'il y a une espèce d'exception française où, contrairement aux États-Unis et au Japon, les deux médias peuvent coexister, mais on aime bien les objets en France. Enfin, j'ai l'impression que le côté collection est très important, plus qu'ailleurs, j'ai l'impression. Et puis, il y a aussi un problème de place au Japon. Le digital, finalement, ça arrange les gens à peut-être moins garder. Nous, ici, je trouve que c'est deux médias le digital et le papier, qui vont être amenés à coexister, mais je pense pas que l'un va prendre le pas sur l'autre. Et puis en France, on a un réseau de librairies qui est extrêmement riche. Aux États-Unis, où le digital a explosé de manière très forte avant de retomber un petit peu, une des raisons principales du succès, c'est le fait que selon l'endroit où vous vous trouvez aux États-Unis, parfois vous devez prendre une voiture et conduire pendant 1h30 avant de trouver une librairie, d'où l'explosion d'Amazon et l'explosion de la vente dématérialisée. En France,
où qu'on soit, on peut quand même relativement facilement avoir accès à un libraire. Et comme Mehdi disait, on a un attachement au papier qui est présent. Et il y a une autre raison un petit peu plus officieuse, celle-là, qui freine peut-être l'explosion et l'émergence du marché numérique, c'est que nos partenaires japonais ne nous laissent pas forcément faire ce qu'on a envie de faire en matière de numérique. Et le modèle qui est installé pour l'instant en France, qui est celui de prendre un manga vendu à 7 € et de le mettre à 4,50 € et de le poser en l'état chez Amazon ou à la Fnac ou Apple, c'est ce qu'on fait à peu près tous, mais clairement le public n'a pas envie de ça. Je donne un exemple très concret sur My Hero Academia, sur le tome 1 qui est paru en 2016. On a dépassé les 230 000 exemplaires vendus de la version papier, qui est un énorme succès. La version numérique du tome 1, paru en même temps, on est à 600 exemplaires. Donc je sais pas, si ce n'est pas un désaveu criant du fait que les gens ne veulent pas de ça, je ne sais pas ce que c'est. Il y a d'autres manières de consommer le numérique qui sont implantées dans d'autres médias, séries télévisées, musique, etc. Mais ça, c'est des choses que, dans l'état actuel des choses, on n'a pas vraiment le droit de tenter. Et je pense que ça limite aussi un petit peu l'émergence du marché numérique. Oui, Pascal. Après, je trouve ça dommage qu'on mette toujours en confrontation les deux, parce que les deux peuvent exister. Et je trouve ça vraiment très triste qu'à chaque fois, c'est l'un doit tuer l'autre automatiquement. Alors que pour moi, c'est une question de goût. Il y a des gens qui aiment bien lire du numérique et des gens qui préfèrent le papier. Et je pense que les deux peuvent vraiment exister. Et surtout que le numérique peut devenir quelque chose de différent. Il suffit de voir les webtoons avec le scroll. C'est une façon complètement différente de lire de la bande dessinée. Mais ça, c'est pas pour autant que ça va tuer le papier. Du moins, ça va tuer le papier puisque c'est un autre produit. C'est pas du tout la même chose. Par exemple, la Corée a fait le choix de quasiment abandonner le papier au profit des webtoons. C'est un choix. Donc, du coup, ils sont que là-dessus. Mais après, c'est une question vraiment de façon de lire, d'envie de lire, etc. C'est d'autant plus frustrant que la grande force du manga, c'est quand même son côté feuilletonnant. Ce que les lecteurs aiment bien, et les lecteurs qui passent par des sites pirates, je sais qu'il n'y en a pas dans le public, vous êtes tous très honnêtes, pas de problème. Ce qu'ils aiment, ils lisent pas pirate parce qu'ils ont envie de lire pirate, ils lisent pirate parce que ce qu'ils aiment, c'est de lire chaque semaine un nouveau chapitre, ou toutes les 2 semaines, ou tous les mois, et d'avoir ce rendez-vous régulier avec les personnages qu'on aime bien, l'univers dans lequel on aime bien être plongé. Et dans l'état actuel des choses, on ne peut pas vraiment dupliquer ce modèle, même s'il y a des expériences chez mes confrères, notamment on fait de l'attaque des titans et compagnie, mais on ne peut pas le faire à la japonaise, et ça c'est assez frustrant. Moi, je voulais juste vite fait, excuse-moi Satoko, rebondir sur ce que Pascal disait. Effectivement, moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant de parler du digital, parce que voilà, le papier s'est implanté et tout. Évoquer le digital pour dire qu'est-ce que ça pourrait apporter comme plus-value, comment ça peut se compléter. Et je trouve ça intéressant, tu te fais pas beaucoup de pubs, mais pour World End Harem, je crois, il me semble que la version digitale est en couleur, voilà, alors que la version papier est en noir et blanc. Je trouve que ça, c'est une bonne initiative pour que le digital puisse apporter autre chose. C'est en ces termes, je pense qu'on devrait en plus, ce qui est étonnant, c'est qu'à partir du moment, en fait, la version, quand on l'a sortie, l'adaptation de la version papier en noir et blanc, ça se vendait vraiment très moyennement. Et dès qu'on a mis la version en couleur, ça a explosé. Il faut le dire. Oui, Satoko ? Oui, c'est un peu pour compléter ce que vous dites toutes les deux, c'est que quand on parle de l'explosion du numérique au Japon, je pense qu'on parle de 3 choses différentes. On parle du webtoon, on parle de la prépublication magazine qui est remplacé par le numérique et par les volumes reliés qui sont aussi en numérique. C'est 3 marchés complètement différents et c'est vrai qu'en France la prépublication n'existe pas, donc c'est un marché qui n'existe pas, donc qui ne peut pas être remplacé non plus. Ou pourquoi pas, on pourrait un modèle de prépublication via une voie numérique et pourquoi pas envisageable, c'est quelque chose qui n'existe actuellement pas. Pourquoi pas, ça pourrait... Oui, contre le piratage ? Oui, non, sur l'avenir, mais ça viendra aussi peut-être des auteurs. Ne les oublions pas, sans eux, il n'y a pas de livre, qu'il soit papier ou digital. Donc c'est eux aussi qui vont avoir des envies par rapport à ce support, façon de raconter des histoires ou d'exploiter les possibilités qu'offre le numérique et qui vont faire que les choses vont évoluer. Et l'avenir ne se fera pas sans les auteurs.
Alors bien sûr, mais justement, comment va pouvoir évoluer cette forme de narration? Est-ce que, justement, on parlait des différentes possibilités maintenant dans le temps libre qui n'est pas extensible à l'infini, entre les réseaux sociaux, le jeu vidéo, les jeux... Bon, est-ce que les mangaka vont être obligés de faire évoluer leur récit, peut-être avec des chapitres de plus en plus courts? Par exemple, je me souviens de Okubo, donc le mangaka de Fire Force, qui racontait ça, qu'il fallait vraiment maintenant avoir des chapitres de plus en plus courts pour accrocher les lecteurs. Est-ce que vous sentez que c'est une évolution possible, que les mangaka vont changer? Ce sera plus des chapitres de 30 pages peut-être, mais peut-être de 25, 20. Est-ce que ça peut être une des pistes? J'ai l'impression qu'on parle justement de choses différentes. Il y a le webtoon qui est justement là pour être lu sur Internet et pour être plus court, assez rapide. Et il y a le manga, on va dire, traditionnel qui est plus facile à lire, au moins en un chapitre assez conséquent. Ne serait-ce qu'en termes de prépublication, il y a certaines séries qui sont prépubliées en format de 15 pages, d'autres qui sont prépubliées en format de 30 pages ou 50 pages. Je pense que ces œuvres, ça dépend des contenus des œuvres. Certaines œuvres vont exister sous un format beaucoup plus court, d'autres doivent exister dans un format beaucoup plus long. Et peut-être que justement, le fait de choisir une prépublication numérique ou papier, ou les deux, on va pouvoir s'adapter à chaque titre, au contenu de chaque titre. Là où il n'existait qu'un schéma éditorial qui était le papier, peut-être que les auteurs vont pouvoir avoir plus de liberté créative pour pouvoir adapter la forme au contenu de ce qu'ils veulent créer. Autre question d'avenir, on a dit que le marché français était relativement important maintenant. Je parle aussi des auteurs français maintenant donc ça fait un moment, mais des auteurs français qui sont peut-être plus reconnus maintenant au Japon. Donc on a vu par exemple l'exemplaire Radiant il y a 2 ans. Est-ce que vous sentez chez eux une appétence aussi pour découvrir peut-être des auteurs en France? Est-ce que vous avez senti ça du côté des grandes maisons d'édition japonaises? Une appétence pour les auteurs français? Pour ma part, pas trop. Il y a une curiosité, ça c'est sûr. Mais le marché japonais, je pense, les occupe déjà beaucoup. Mais ils ont un œil maintenant différent. Ils savent que ça existe. Et maintenant, de là à signer une série, je sais pas. Et nous, on a un projet qui va sortir en septembre par le pouvoir des dessins animés avec Elsa Brandt. Et on revient sur cette curiosité des éditeurs japonais où c'était un peu une envie de notre part, évidemment, une envie de la part d'un éditeur japonais qui disait mais pourquoi le manga cartonne autant en France? Pourquoi des auteurs français ont envie de se mettre au manga? Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un projet qui expliquerait ça aux lecteurs japonais qui sont aussi mais qu'est-ce qui se passe en France? Et donc on est parti sur cette idée-là. Donc on va travailler une espèce de ping-pong entre le Japon et la France sur expliquer les choses et Elsa le fait, s'est prêtée au jeu, elle raconte son histoire, donc elle va repasser dans l'arrivée des dessins animés en France, comment ça a marqué toute une génération d'auteurs et elle le fait avec humour et voilà, on a essayé donc casse-gueule parce que ça va être de l'humour d'une langue à l'autre, d'un pays à l'autre, est-ce que les lecteurs japonais s'y retrouveront? En tout cas, on a essayé de leur donner des clés de compréhension sur ce qui s'est passé en France et pourquoi il y a autant d'auteurs français qui aujourd'hui ont envie de se lancer dans le manga avec les conditions de travail des auteurs français qui ne sont pas du tout les mêmes par rapport aux auteurs japonais, où ils ne travaillent pas pour des magazines de prépublication, ils travaillent seuls, sans assistant. Donc c'est encore une fois cette curiosité, ce dialogue qui va donner de nouvelles choses. Alors il y a une chose que je pense qui peut se développer aussi pas mal, c'est le fait que des éditeurs français aillent chercher des Japonais pour faire des projets pour la France. Voilà. Ou prendre même des licences qui ont marché pendant un moment, c'est le cas par exemple d'Albator en ce moment, et de les adapter pour le marché français. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut se développer. Où il y a aussi Kyun qui a fait pas mal d'auteurs japonais où ils ont créé des BD par eux-mêmes. Je pense que c'est quelque chose qui... Effectivement, on fait de la création originale depuis 15 ans maintenant avec des auteurs français, mais surtout avec des auteurs japonais. Et on a senti dès le départ énormément d'intérêt de la part des éditeurs japonais parce que
D'une part, vu que ce sont des auteurs japonais, ils ne sont pas dépaysés en termes de graphisme, de découpage, etc. Mais aussi parce qu'ils ont envie de voir comment travaille un éditeur étranger avec un auteur japonais. Est-ce que l'histoire est découpée de la même manière? Est-ce que la tension arrive au même moment? Et ça les intéresse énormément. Mais c'est pas juste de la curiosité, parce que nous, sur les 5 créations originales qu'on a lancées en 2018, il y en a 3 qu'on a vendues à des éditeurs japonais et qui vont être publiées dès la fin de cette année, d'abord dans des magazines de prépublication et ensuite en ouvrages reliés. Beyond the Clouds et Lost Children en l'occurrence, et Tsugumi Project aussi qui sort tout juste aujourd'hui en France. Donc ils sont vraiment intéressés artistiquement, mais ils sont aussi intéressés commercialement parce qu'ils se retrouvent dans des thématiques qui ne sont pas forcément celles qu'ils développent naturellement dans leur pays, et ils y voient un intérêt éditorial et commercial. Donc ça c'est une grande fierté, parce qu'aujourd'hui on n'est plus considéré seulement comme un éditeur de licence, mais comme un éditeur à part entière. Satoko? C'est qu'on a eu la chance de travailler avec quelques auteurs japonais aussi, comme sur Kagaster, qui est maintenant disponible sur Netflix, et qui a commencé d'une création originale d'une auteure japonaise qui ne voulait pas travailler avec un éditeur japonais. Et on a réussi à discuter avec elle. On fait aussi des créations en commun avec des éditeurs japonais. Autour de Chi, on commence à faire quelques projets aussi. Et je trouve qu'actuellement, il existe une difficulté à faire collaborer des éditeurs, artistes internationaux et japonais, c'est la barrière de la langue. Il existe quelques personnes qui arrivent à maîtriser, par exemple, le français et le japonais, et à faire le lien entre les différents créatifs. Mais on va pas se voiler la face, je pense que 99% des auteurs japonais ne parlent que japonais. Les auteurs français souvent parlent anglais, mais ça ne suffit pas justement à faire installer une conversation créative qui aille suffisamment loin dans, on va dire, la création d'une œuvre. Il faut parler d'émotions, de choses qu'on ressent, et justement une barrière d'une langue qu'on ne maîtrise pas, qu'on comprend à peu près, mais qui ne passe pas totalement, est quelque chose de très difficile. Donc si quelques-uns d'entre vous sont auteurs et désirent collaborer avec le Japon, n'hésitez pas à vous mettre au japonais tout de suite, à l'anglais au minimum. Oui. Et moi je voulais quand même parler, il y a quand même des choses aussi, des signes encourageants, des choses qui font que les choses vont dans le bon sens aussi pour les auteurs français qui rêvent d'être publiés au Japon. C'est que nous, notre auteur Renaud, qui fait Dreamland depuis maintenant plus de 10 ans, a réalisé un petit rêve quand même quand les ayants droit de Osamu Tezuka lui ont proposé de redessiner un chapitre hommage au roi Léo, ce qu'il a fait vraiment avec brio. Il s'est éclaté et il a vraiment repoussé les limites de son art pour rendre cet hommage. Et le fait qu'il se tourne vers des auteurs français, dont Elsa aussi, il me semble, c'est quand même un signe aussi ça va, c'est vrai, un peu plus loin que la curiosité. Donc il y a des événements comme ça, des collaborations ponctuelles qui sont finalement des pierres pour un édifice qu'on espérera de plus en plus grand à l'avenir. Là, on a parlé des mangaka français, mais aussi japonais. Je voudrais quand même qu'on en dise un petit mot puisqu'on parle de l'évolution du manga ici. Est-ce que vous sentez qu'ils ont évolué dans leur pratique? Est-ce qu'ils sont plus sous tension aujourd'hui qu'avant? Est-ce que peut-être certains s'entourent de plus en plus d'assistants? Comment ça tourne, voilà. Et quand vous avez travaillé avec eux, est-ce que vous leur avez imposé des conditions de travail à la française ou à la japonaise? Je sais pas si je pense qu'on leur a toujours mis la pression et ça n'aura jamais changé, hein. C'est même le modèle, il est comme ça, il travaillait sous pression quoi qu'il arrive, 7 jours sur 7. Moi, quand je vois un auteur comme Hiro Mashima, je trouve que la pression, c'est lui qui se la met tout seul. Dans le sens où le mec veut se challenger. C'est-à-dire que depuis Fairy Tail, il est censé ne plus rien avoir à prouver. Et pourtant, avec sa nouvelle série Eden Zero, il veut encore aller plus haut. Et à côté de ça, il est très impliqué dans la suite de Fairy Tail, qui scénarise et storyboard lui-même. Mais c'est une pression, si tu veux, qui vient de lui. C'est-à-dire qu'on a quand même des auteurs très talentueux, mais qui veulent encore repousser leurs limites pour continuer de marquer le milieu du manga. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi ça qui existe. Il y a vraiment un feu sacré chez ces auteurs d'un même magazine de prépublication où il y a une concurrence assez saine en fait, d'un auteur à un autre,
qui cherchent toujours à se dépasser, quoi. C'est comme des héros de shonen, quoi. C'est vraiment, ils sont à l'image de leur héros, quoi. Et je trouve que Hiro Mashima, c'est un très bon exemple de ça. Une anecdote peut-être, Pascal, tu voulais... Il y a aussi un truc que je trouve assez étonnant, c'est une curiosité personnelle, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a des auteurs au Japon qui changent d'éditeur, alors que pendant très longtemps, les auteurs passaient quasiment leur vie entière chez un même éditeur. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez étonnant. Et en technique aussi, peut-être qu'on peut parler des outils, parce que beaucoup de dessinateurs de BD français cette fois-ci travaillent sur tablette et ordinateur. Est-ce que, alors moi j'ai été rencontrer 4 mangaka dans leur atelier, ils bossaient de façon traditionnelle. Est-ce que chez eux c'est tous pareil ou est-ce que là aussi les tablettes commencent à arriver dans le travail des mangaka? Ton micro, Rémi. Ton micro. Il n'y a pas une réponse, il y a autant de réponses que d'auteurs. Donc oui, l'outil numérique rentre aussi dans les ateliers japonais, comme il est rentré dans les ateliers des auteurs français, de manière différente. À chaque fois, ils s'adaptent à leur propre façon de travailler. C'est une évolution, c'est des solutions qu'on trouve. On a de nouveaux outils, comment je peux l'exploiter pour soit gagner du temps sur tel aspect. Il n'y a pas de réponse unique. C'est une histoire d'auteur et dans sa pratique et de ses envies. S'il est plus à l'aise pour certains éléments avec la plume et le papier traditionnel ou au contraire il a besoin de pouvoir se lâcher et de pouvoir se dire c'est pas grave, je peux recommencer 15 fois parce que je suis sur du numérique. Voilà, c'est une histoire d'auteur avant tout. Votre réaction? Il faut parfois faire attention quand les auteurs passent au numérique, puisque quand un auteur réalise qu'il peut agrandir sa planche à l'infini, il y a des auteurs comme l'auteur de Berserk qui peut passer 2 ans à faire un volume parce qu'il a appris qu'il pouvait nettoyer les pixels par pixel. Jusqu'au moment où ils lui disent « Non, arrête, je pense que les lecteurs attendent de savoir la suite. Tu vas agrandir, mais au minimum 4 fois. Je crois qu'on lui a interdit d'agrandir plus que 4 fois sa planche pour pouvoir dessiner. » Et puis ça va être ma dernière question. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter maintenant à l'édition française? Tout semble marcher pour le moment en 2019. Qu'est-ce qui peut arriver de bien pour la suite? Alors vous avez été peut-être méfiant sur le digital. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Découvrir un nouveau Mashima, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez vous souhaiter pour l'édition du manga? Que les lecteurs continuent d'être aussi passionnés et d'avoir envie de partager leur passion. C'est ça qui a fait que il y a une nouvelle génération de lecteurs de manga parce qu'il y a eu des parents, des grands frères, des grandes sœurs qui avaient des bibliothèques et Mehdi a été piqué dans la bibliothèque de son grand frère. C'est comme ça que le virus se transmet. Continuez d'être curieux, de ne pas vous cantonner à un genre parce que vous l'aimez bien. C'est ça qui est magique dans le manga. Il y a tellement de choses à découvrir, d'œuvres, d'auteurs que ne vous privez pas. Ne plus jamais dire « Oh, c'est un manga français, donc je ne lis pas ». Mais ça, je pense que c'est un peu passé de mode et c'est cool. Mais il n'y a pas si longtemps, à partir du moment où l'auteur n'était pas japonais, il y avait une forme de boycott. Mais bon, ça, je pense qu'on en revient. Et comme disait Timothée, carrément être curieux parce que nous, en tant qu'éditeurs, effectivement, c'est la course au hit et la concurrence est rude. C'est un marché agressif, la France. Mais je trouve aussi qu'on tente de plus en plus de choses différentes. On lance des collections qui vont essayer de chercher d'autres lecteurs. Et quelque part, j'aimerais bien que cette curiosité, cette appétence, elle aille aussi vers des titres moins évidents. Mais si on les publie, si on décide de vous les proposer, c'est que vraiment il y a un intérêt. Donc soyez curieux plus que jamais. Moi, je rêve d'un petit peu plus de légitimité pour le manga, c'est-à-dire que si on prend l'exemple de Japan Expo, par exemple, qui est aujourd'hui un événement qui rassemble 250 000 personnes et qui est, les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais c'est le 3e plus grand salon culturel de France, après l'auto et l'agriculture, et devant le salon du livre, par exemple, devant le festival d'Angoulême en nombre de visiteurs. Et la caisse de résonance médiatique, elle est au mieux pathétique, voire extrêmement caricaturale. C'est-à-dire qu'on en est encore à avoir des sujets au Trésor de Jean-Pierre Pernaut avec ces adolescents étranges qui se déguisent en personnages de jeux vidéo ce serait bien qu'on passe un petit peu au-dessus et que dans les médias mainstream grand public, on ait une approche du manga qui soit un petit peu moins caricaturale et plus représentative de la passion qui anime la communauté et du talent des auteurs japonais aussi. Et
et que ça se répercute dans les médias, que ça se répercute dans le palmarès d'un festival comme celui d'Angoulême, qui est un festival international, mais cette internationalisation-là, elle ne se sent pas vraiment dans le palmarès. J'espère que c'est ça la prochaine étape pour le manga. Mais en même temps, peut-être que je veux le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas être à la fois l'élève turbulent de la classe et être délégué de classe, je ne sais pas, on verra. Qu'est-ce que je pourrais dire? Tu vas pouvoir dire au revoir parce que c'est le moment de quitter le public. Oui, voilà, je vais dire au revoir et puis je vais remercier tout le monde. Une dédicace à quelqu'un? Alors, si je devais faire une dédicace, c'est s'il y a des gens qui lisent Jojo dans la salle. Voilà, en profiter pour les remercier parce que Jojo, c'est une série sur laquelle j'ai beaucoup souffert. Quand j'ai commencé, ça se vendait pas du tout. Et aujourd'hui, ça vit bien grâce à une communauté qui est très très forte et qui aime ce titre. Voilà, et donc je voulais profiter pour remercier les fans de Jojo qui sont dans la salle. Satoko, pour conclure? Vous m'avez laissé en dernier. Oui, je voulais surtout vous dire que si on est tous là ici, je pense qu'on est tous des passionnés de manga. On fait ce travail, ce n'est pas vraiment un travail, je pense qu'on le fait vraiment par passion. Et justement, ce qu'on essaye de faire quand on choisit des titres au Japon et qu'on essaye de les proposer, ce n'est pas parce que c'est forcément la méga licence. Je sais que des fois, on choisit des titres, enfin très souvent, et la plupart du temps, on choisit des titres parce que ce sont des coups de cœur. Et c'est pour ça qu'on aimerait bien, quand on vous propose quelque chose, on aimerait bien que vous les lisiez. Et même si parfois ça vous semble un peu hétéroclite, je sais que récemment j'ai publié un titre qui s'appelle Tokyo Revengers sur les gangs, les furieux. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « mais tu es une fille, tu ne devrais pas comprendre ». Ce n'est pas du tout ça, c'est vraiment un titre juste paniche, ce n'est pas pour les gens qui veulent s'habiller en furieux, c'est vraiment pour un très beau manga de suspense, avec des personnages très badass qui vont plaire à tout le monde. Donc même si ça paraît un peu sorti de vos habitudes de lecture, n'hésitez pas à découvrir des titres justement qui peuvent paraître intéressants et qu'on propose ça au coup de cœur. Merci Satoko. Merci. Un petit mot quand même pour remercier le monsieur qui a chauffé la salle avant le début de la conférence et qui nous a présenté comme si on était un boys band coréen. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Ah oui, il est où? Ça fait bizarre. Bon, merci à tous pour cette heure passée en votre compagnie. Vous pouvez les applaudir, ils ont été brillants. Merci à tous.